Mais qu'est-ce que vous proposez du coup à la place? Parce que je pense que c'est une des questions que beaucoup de gens se posent aujourd'hui avec tout ce qui se passe au point de vue des élections, la situation politique française. Quelles sont les réelles solutions concrètes les solutions concrètes que vous proposez? Je pense que c'est la troisième, c'est ce que proposent les Gilets jaunes principalement, c'est la troisième étape de démocratisation de ce pays. Donc on a aboli le servage, on s'est soumis à des aristocrates qui avaient beaucoup moins de pouvoir sur nous, première étape d'émancipation. On arrive avec les révolutions de 1789, on réussit à se débarrasser des aristocrates et à créer une bourgeoisie qui a le droit de parler en notre nom. On n'a toujours pas le droit à la parole. Ben moi, je pense qu'il y a une troisième étape à mettre en place, tout simplement. Il faut reprendre la parole par nous-mêmes et faire que cette caste que l'on avait instituée, au sens étymologique du terme, hein, neutre, c'est-à-dire vraiment des gens qui étaient chargés de parler en notre nom et de décrypter le réel, de prendre des décisions en notre nom, qu'on avait le privilège extraordinaire d'élire toutes les X années pour porter notre parole, ben à un moment, les mettre non seulement, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la politique au quotidien, mais en tout cas, je pense que grâce au progrès des moyens technologiques, de niveau d'instruction, etc., on peut arriver à cette troisième phase où on crée toute une série de mécanismes comme le référendum d'initiative citoyenne, comme les mandats revocatoires, qui font qu'on va pouvoir, dès que l'on souhaitera reprendre la parole, pouvoir le faire sans avoir à demander l'autorisation. Et si, par exemple, on n'est pas d'accord avec la privatisation des aéroports de Paris et compagnie, bah, on refait de nous-mêmes immédiatement un référendum où on révoque les élus qui l'ont proposé. Et évidemment, non seulement ça permet d'être actif, mais vous imaginez bien les effets que ça crée au sein de cette élite-là, qui tout d'un coup, en se sentant beaucoup plus contrôlée, va faire beaucoup plus attention naturellement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est évidemment la réforme du système éducatif, de façon à ce que chacun ait à nouveau la chance d'avoir un pouvoir de décision au sein de ce pays, et que ça ne soit pas prédéterminé par votre appartenance à une classe sociale au préalable. Et évidemment, la troisième question qui vont déboucher, c'est toutes les mesures sociales, écologistes, etc. Mais moi, je me concentre sur une quatrième sphère qui est beaucoup plus importante, parce que c'est elle qui va amener naturellement, avec les réformes institutionnelles, à la réforme de la politique de notre pays. C'est évidemment des règles qui vont permettre non seulement de sortir les médias de l'emprise de ces quelques personnes qui ont tout simplement, les ont rachetés ces 30 dernières années de façon successive, et donc de les redistribuer le capital de ces médias-là, tout simplement aux citoyens, et de permettre en fait une reprise au moins du contrôle de l'information par des individus. Alors à un moment, je m'étais dit, il faudrait rendre les journaux à leurs journalistes, et les médias à leurs... Après, je me suis dit non, parce que quand même, en fait, ça fait 20 ans qu'ils sont recrutés par ceux qui sont leurs propriétaires, donc si on leur file le bébé, alors que jusqu'ici, ils étaient un peu intégrés au système, ça peut être une bonne chose. Donc j'ai pensé par exemple à un système de souscription qui ferait que n'importe qui pourrait justement, pour une somme symbolique, 20-30 €, avoir une action dans le média qu'il choisirait, et après organiser un système d'assemblée générale qui permettrait de élire les personnes qui, au sein des rédactions, sont les directeurs adjoints, les rédacteurs en chef, etc. Et par ailleurs, sur la feuille d'impôt, derrière, avoir une petite case à cocher où vous décidez que la partie de vos impôts qui va au financement, aux subventions qui sont distribuées aux médias, etc., mettre le média auquel vous voudriez attribuer ce financement, de la même façon qu'il faudrait faire ça pour les partis politiques. Voilà, plein de micro-solutions en fait qui permettraient, avec derrière des dispositifs anti-concentration, de régulation, des lois qui empêchent des groupes industriels ou des individus de détenir des médias s'ils ont des intérêts, s'ils ont des industries qui dépendent directement ou indirectement de la commande d'État. Aussi simple que ça. Et vous les évincez massivement, qui empêchent d'avoir plus de tant de pourcents d'un secteur médiatique, que ce soit la presse écrite ou autre, au sein des mains d'une personne. Et vous avez c'est super simple en fait, c'est super simple de corriger mais ça passe juste par une rupture massive avec l'existant, parce que vous voyez bien que aujourd'hui, en l'état actuel des choses, vous n'arriverez pas en fait à mettre en place, avec du coup une contrainte qu'il faut se fixer absolument si on veut vraiment faire cette bascule, c'est se rappeler qu'on ne représente pas l'ensemble des Français. Là, je parle au nom des Gilets jaunes en quelque sorte, mais disons de tous ceux qui à un moment s'impliqueront pour provoquer cette bascule, disons à partir du 1er mai, et que du coup, tout ce que l'on doit adopter ou faire adopter, c'est des choses qui permettront de rendre la parole aux Français, donc toutes les mesures institutionnelles sur les médias, etc., et non pas se l'accaparer pour mettre en place telle ou telle idéologie. Ça, il faudra que ça vienne dans un second temps. En fait, toutes les questions justement fiscales, sociales, écologistes, etc., il faut que ça vienne dans la foulée. Mais une fois que l'on aura recréé un espace démocratique sain, où tous les intérêts puissent être... Si on arrive en disant, moi je vais imposer telle ou telle mesure industrielle, économique ou autre, vous êtes déjà, ou même juste sur des questions aussi bêtes que l'immigration, hein, que l'identité ou autre, vous êtes déjà en train de capter la parole au nom de l'ensemble des Français. Donc pour que cette révolution soit vraiment démocratique, il faut qu'elle se concentre et qu'elle se limite. Et c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu être un parti politique. C'est pour ça qu'ils ont contenu leurs revendications. Et on reproche beaucoup aux Gilets jaunes d'avoir contenu leurs revendications. Mais c'est justement la seule façon pour ce mouvement d'avoir un rapport à l'universalité.
s'il commence à imposer en fait une opinion sur... Il y a des gens très divers, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche dans ce mouvement, mais ils se retrouvent tous sur un point, l'idée de redémocratiser cet aspect et d'approfondir cet espace démocratique. Et je pense que tant qu'on s'en tient là, on aura raison. Et rien ne pourra nous être opposé, et on pourra aller aussi loin qu'on le voudra, parce qu'on sera dans le juste, en fait, tout simplement, et parce qu'on ne sera pas dans une vocation d'accaparement. Et je parle toujours beaucoup de l'intelligence du Fenwick, qui a défoncé la porte de Benjamin Griveaux. C'est pas des gens qui sont venus pour prendre la place de Griveaux, qui sont venus pour devenir porte-parole à la place du porte-parole, ou vizir à la place... C'est des gens qui ont voulu signifier à ces élites, entre guillemets, que ces espaces-là appartenaient aux Français. Et qu'on ne pouvait pas, du siège du porte-parole du gouvernement, de cet hôtel particulier qui a été construit ou racheté par la République pour reprendre la parole pour le peuple au nom, enfin contre les aristocrates, que cette personne-là qui avait été placée là grâce à nous ne pouvait pas parler de nous en disant on est ceux qui fument des gitanes et roulent en diesel et compagnie. Donc juste symboliquement rouvrir les portes du porte-parole là, vous imaginez l'intelligence du geste, quand même, c'est incroyable. Bah, c'est purement intuitif, en fait. C'est des gens qui ont fait ça. C'était pas pensé. Moi, j'étais à côté d'eux. C'est juste qu'on s'est fait gazer, on s'est fait sortir de près de l'Assemblée nationale parce qu'on ne nous laissait pas manifester. On ne pouvait pas tourner à droite parce qu'il y avait Matignon qui était protégé par les flics. On ne pouvait pas tourner à gauche parce qu'il y avait l'Assemblée nationale. Et on s'est retrouvé face à Griveaux. Donc, du coup, les gens ont commencé à sonner au truc en disant Benjamin, sort de là. Ils ont commencé à prendre... Et il se trouve que dans la rue perpendiculaire, il y avait un Fenwick parce qu'il y avait le nouveau siège de Yves Saint-Laurent, donc financé notamment grâce à la fraude fiscale du groupe Kering, de François-Henri Pinault, les 2,5 milliards d'euros de fraude fiscale, parce que, encore une fois, ces gens-là font fortune en pillant les ressources directement ou indirectement de l'État, et en pillant nos ressources à nous. Et donc ils avaient installé des bureaux magnifiques dans un hôtel particulier incroyable, et ils avaient laissé traîner un Fenwick. Ah, voilà.